Un volcan resté muet pendant des millénaires vient de rompre le calme, et le Somgand cesse d'être un décor pour devenir un signal. Un volume estimé à 1,4 million de carats, soit 38% de plus que le plus grand site africain documenté. Forces laboratoires, chancellerie et marché à recalculer leurs repères. Si cet écart paraît abstrait, il devient concret dès qu'il place Ibrahim Traoré au centre d'une décision de vitesse, de silence et de souveraineté. Dans le bruit feutré des données qui s'additionnent, quelque chose d'irréversible commence, avant même que quiconque n'ose le nommer. Cette analyse ne vise pas à célébrer une découverte spectaculaire, mais à comprendre ce qu'elle oblige déjà à décider. Le bénéfice pour le lecteur est simple et mesurable. Comprendre comment une donnée brute devient un choix politique concret. À 5 quarts derrière l'enthousiasme mondial, 3 tensions apparaissent immédiatement. D'abord, le risque d'absorption par des réseaux extérieurs capables d'imposer leur rythme et leurs standards. Ensuite, l'emballement interne, nourri par des attentes trop rapides face à une richesse encore mal définie. Enfin, la perte de cohérence stratégique, précisément au moment où chaque geste du Burkina Faso est observé, comparé et interprété. Ibrahim Traoré se retrouve ainsi non pas face à un trésor, mais face à un arbitrage de vitesse. Trop lent, il laisse passer des opportunités. Trop rapide, il expose le pays à des dépendances durables. L'enjeu central est là. Déterminer si le Somgand devient une opportunité structurante ou un choc difficile à contenir, et selon quelle ligne de force cette bascule s'opère réellement. Les premières heures du 7 septembre 2025 font apparaître 2 signaux concordants que les modèles existants n'avaient jamais placés côte à côte. Des capteurs terrestres indiquent une densité minérale anormalement élevée, tandis que les images satellitaires estiment un volume proche d'1,4 million de carats, un seuil jamais anticipé dans cette zone. Cette convergence n'est pas un artefact. Elle transforme un ancien cône volcanique, supposé inactif, en un gisement systémique, capable de déplacer des équilibres bien au-delà de l'échelle nationale. Pour comprendre la portée de cette rupture, il faut revenir au cadre initial. Le Somgandé figurait jusqu'alors comme une formation géologique marginale, étudiée pour ses singularités volcaniques, mais exclue des grandes cartes minières. Les référentiels régionaux reposaient sur des volumes plus dispersés, des puretés variables et des continuités géologiques fragmentées. Ici, les paramètres s'alignent de manière inattendue, volume, pureté et continuité dessinent une cohérence rare qui oblige à recalculer les scénarios, non seulement scientifiques, mais aussi institutionnels. Et dans les laboratoires, les simulations se recalculent en boucle, chacune élargissant l'échelle du possible. Dans les chancelleries, des notes internes parlent d'un basculement discret. Sur les marchés, l'information circule sans campagne officielle, mais avec une rapidité qui trahit l'intérêt stratégique. Ce déplacement silencieux crée un décalage entre ce qui est su techniquement et ce qui peut être dit politiquement, un intervalle où se joue déjà une partie décisive. C'est dans cet intervalle qu'Ibrahim Traoré s'impose comme point d'ancrage. Il exige une double vérification indépendante, interdit toute spéculation publique et impose un protocole de communication linéaire. Ce choix, apparemment conservateur, répond à une réalité précise. Plus les données s'accumulent, plus la vitesse devient un facteur de pouvoir. La question n'est donc plus de savoir si la découverte est réelle, mais qui maîtrisera le tempo de sa traduction en décision. Sur le terrain, la découverte cesse rapidement d'être une abstraction scientifique et s'insinue dans des gestes très concrets. Dans un poste avancé improvisé, un ingénieur burkinabé montre à ses collègues une pierre à l'éclat inhabituel, non pour impressionner, mais pour confirmer une hypothèse devenue trop lourde pour rester théorique. À quelques mètres, en quai des topographes réétalonnent leurs instruments, car les écarts successifs entre les relevés du matin et ceux de midi obligent à revoir l'ensemble de la grille de mesure. Ces ajustements répétés signalent déjà un changement d'échelle. Plus loin, des soldats organisent la circulation des véhicules scientifiques afin d'éviter toute contamination accidentelle des zones d'échantillonnage. Les ordres sont précis, sobres, presque mécaniques. Rien n'évoque encore une exploitation minière. Tout renvoie à une phase de protection et de compréhension. Cette discipline initiale
montre que l'impact du Somgand n'est pas d'abord économique ni diplomatique, mais comportemental. Il modifie la manière de travailler, de vérifier et de transmettre l'information. Dans les ministères, le même glissement s'opère. Mais des cartes géologiques, longtemps considérées comme secondaires, sont relues à la lumière de données nouvelles. Dans les universités, certains cours sont adaptés en urgence pour intégrer des cas locaux jusque-là absents des programmes. Dans les rues, l'incrédulité domine, tempérée par une prudence inhabituelle face à une annonce qui aurait pu nourrir un enthousiasme immédiat. Ces scènes, modestes mais révélatrices, dessinant un fil conducteur clair. Avant même toute décision stratégique formelle, le pays commence à se réadapter à une réalité qu'il n'avait pas anticipée. Le Somgand transforme d'abord des pratiques quotidiennes, et c'est précisément dans ces ajustements discrets que se lie l'ampleur du basculement à venir. Avant la mi-journée, le Somgand n'était encore qu'une anomalie possible. Après, il devient un dossier prioritaire verrouillé à plusieurs niveaux. La bascule se produit rapidement, sans annonce officielle, mais avec une succession de décisions qui signalent un changement d'état. À midi précis, un convoi militaire est déployé pour sécuriser le périmètre. La décision est brève, presque instinctive, mais elle marque un seuil clair. Ce qui se joue dépasse désormais le cadre scientifique ordinaire. Les accès sont contrôlés, les flux organisés, et les équipes civiles travaillent sous protocole renforcé. Dans l'après-midi, les premiers prélèvements consolidés contredisent l'hypothèse d'un simple artefact de mesure. La densité minérale excède les outils standards, obligeant à des ajustements techniques immédiats. Un second prélèvement confirme le premier. Les doutes s'amenuisent, remplacés par une prudence méthodique. En parallèle, les géologues chinois mobilisés sur un site voisin transmettent leurs propres analyses, qui convergent avec les données locales. Des images satellitaires viennent compléter le tableau, continuité exceptionnelle, volume inédit, alignement des strates profondes. Le dossier gagne en épaisseur et sort définitivement de l'échelle du laboratoire. À 17h, une synthèse est transmise à Ouagadougou. Lorsqu'Ibrahim Traoré en prend connaissance, le rythme change. Il interroge immédiatement les marges d'erreur, exige des chiffres précis et ordonne une double vérification par 2 équipes indépendantes. Les résultats convergent une nouvelle fois. À partir de ce moment, la gestion devient centralisée. Toute spéculation est interdite. Le silence médiatique est imposé. La communication est strictement séquencée, non pour dissimuler, mais pour éviter un emballement diplomatique et financier prématuré. Le soir même, une brève allocution télévisée fixe le ton. En une phrase volontairement sèche, le chef de l'État refuse le registre de la célébration et impose celui de l'épreuve collective. Ce choix agit comme un amortisseur. Dans les marchés, les écoles, les administrations, les mots circulent avec retenue. Une prudence collective s'installe, surprenante au regard de l'ampleur potentielle de la découverte. Pourtant, la fuite survient. Dubaï, Anvers et Londres réagissent presque simultanément. Les cours du diamant s'agitent. Les analystes publient des notes urgentes. Les chancelleries activent leurs cellules de veille. Washington évoque un basculement discret. Paris parle de reconfiguration. Pékin et Moscou saluent une coopération prometteuse. En quelques heures, le Burkina Faso devient un point d'observation stratégique. Dès le lendemain, les ministères se réorganisent. Un comité de supervision minière est créé. Les directives sont claires. Contrôle national renforcé, transparence accrue, limitation des accès extérieurs. Les pays voisins observent et réagissent. Une dynamique régionale commence à prendre forme, tandis qu'en coulisses s'engage une bataille diplomatique silencieuse. Notes confidentielles, présence discrète, pression mesurée. Et au centre de cette séquence rapide mais maîtrisée, une ligne constante maintenue par Ibrahim Traoré. Méthode, souveraineté et contrôle du tempo. Pour mesurer ce que change réellement le Somgand, les équipes établissent d'abord un point de référence prudent, puis observent chaque écart qui modifie la perception du risque et de la valeur. Cette méthode évite 2 pièges symétriques, l'extrapolation hâtive et la minimisation défensive. Ici, la quantification n'est pas décorative. Elle sert à borner le champ des décisions possibles, à chaque étape,
avant toute projection politique ou industrielle. Le premier repère est le volume estimé à 1,4 million de carats. Par rapport au plus grand gisement africain précédemment documenté, l'écart atteint 38%, ce qui suffit à changer de catégorie analytique. Dans les modèles économiques usuels, un tel écart ne signifie pas seulement plus de matière, il requalifie le site comme nœud systémique. Concrètement, cela oblige les analystes à abandonner des matrices régionales pour adopter des comparaisons mondiales, utilisées pour des bassins canadiens ou russes. C'est ce glissement de référentiel modifie immédiatement la manière dont les partenaires extérieurs évaluent leur marge de négociation et la temporalité de leurs engagements. Le deuxième repère concerne la pureté moyenne mesurée à 92,7%. Le écart ici n'est pas spectaculaire visuellement, mais il est décisif opérationnellement. Une pureté aussi élevée réduit les besoins en traitement initial, en énergie et en expertise externe lors des premières phases. Elle ouvre la possibilité d'une transformation locale plus rapide, sans dépendance immédiate à des technologies lourdes importées. En termes de points de référence vers l'écart, cela signifie un passage d'un modèle d'extraction assisté à un modèle d'apprentissage interne progressif. Cette autonomie relative renforce la capacité de l'État à contrôler le rythme d'exploitation, un point central dans les arbitrages suivis par Ibrahim Traoré. Le troisième repère est l'ancienneté géologique estimée à près de 12 millions d'années. Cette continuité temporelle indique une stabilité structurelle rare dans le contexte volcanique régional. Le écart se traduit ici par une réduction mesurable de certains risques, probabilité moindre d'effondrement soudain, coûts d'assurance potentiellement plus faibles et infrastructures de protection plus simples à concevoir. Pour les organismes internationaux, souvent prudents face aux opérations dans le Sahel, cette reclassification technique entraîne une révision à la baisse de certains facteurs de risque, ouvrant des fenêtres d'investissement plus graduées et moins spéculatives. Pris séparément, ces chiffres impressionnent. Pris ensemble, ils redessinent un paysage décisionnel. Volume, pureté et ancienneté ne décrivent pas seulement un gisement exceptionnel, ils structurent déjà la politique minière à venir. Ils définissent les vitesses admissibles d'exploitation, les types de partenariats envisageables et le degré de souveraineté atteignable sans rupture. À ce stade, la donnée cesse d'être un constat scientifique. Elle devient un instrument stratégique utilisé pour arbitrer, temporiser et cadrer l'action publique. Pour analyser lucidement le dilemme posé par le SOMGAND, il faut d'abord présenter les deux positions en présence dans leur version la plus solide, sans raccourci ni caricature. Cette méthode, volontairement exigeante, permet d'évaluer ce que les données autorisent réellement, au-delà des préférences idéologiques ou des réflexes historiques. La première vision défend une ouverture accélérée. C'est pour ses partisans un gisement estimé à 1,4 million de carats avec une pureté moyenne élevée impose une intégration rapide aux réseaux internationaux disposant des technologies, des capitaux et des capacités logistiques nécessaires. Leur argument central repose sur la contrainte de temps. Selon eux, un État enclavé, engagé dans une reconstruction institutionnelle, ne peut absorber seul un choc de cette ampleur sans risquer des inefficiences coûteuses. Ils avancent que des partenariats précoces permettraient d'augmenter significativement la productivité, de sécuriser le site plus rapidement et de transformer la ressource en revenu stabilisateur. Retarder l'ouverture serait, dans cette logique, renoncer à une fenêtre de croissance rare et exposer le pays à une dépréciation stratégique de l'opportunité. La seconde vision défend une souveraineté maîtrisée. Ses promoteurs s'appuient sur l'histoire des ressources africaines, souvent marquées par des cycles d'extraction rapides, suivis de dépendance durable. Ils soulignent que la pureté exceptionnelle du SOMGAND réduit la nécessité immédiate de technologies lourdes, ouvrant un espace pour une montée en compétences locales progressive. Leur argument clé n'est pas le refus de l'ouverture, mais le contrôle du tempo. Trop délégué dans les premières phases, selon eux, revient à céder le levier principal, la vitesse d'exploitation qui conditionne la capacité à former, à réguler et à redistribuer. Dans cette perspective, la ressource est envisagée comme un outil de transformation institutionnelle, pas seulement comme un actif économique.
Les données disponibles soutiennent partiellement les deux positions. Le volume justifie des partenariats ciblés, la pureté et la stabilité géologique rendent crédible une phase d'apprentissage interne. L'arbitrage réel ne se situe donc pas entre ouverture et fermeture, mais dans le dosage précis entre intégration extérieure et contrôle national. C'est dans cet espace étroit que se joue la cohérence de la stratégie portée par Ibrahim Traoré, où l'efficacité ne doit jamais précéder la maîtrise. Des analyses complémentaires révèlent ainsi la présence d'alliages associés à des composants optiques avancés et à certains matériaux critiques utilisés dans des batteries de nouvelle génération. Cette découverte parallèle agit comme une rupture nette. Le Somgand n'est plus seulement un gisement de diamants d'une pureté exceptionnelle, mais émet un foyer potentiel de ressources stratégiques pour des industries d'avenir. Les modèles géochimiques doivent être révisés, les cartes thermiques gagnent en épaisseur et les scénarios élaborés jusque-là apparaissent soudain incomplets. Ce glissement d'échelle transforme la lecture politique de la situation. Ce qui relevait d'une gestion minière exige désormais une coordination technologique et sécuritaire plus large. Les chancelleries étrangères, déjà attentives, réévaluent leurs priorités. Les investisseurs ajustent leur grille de risque. Les protocoles militaires autour du site sont renforcés, non par crainte immédiate, mais par anticipation d'enjeux élargis. Le Somgand devient un point de convergence entre économie, technologie et souveraineté. Au centre de ce moment charnière, Ibrahim Traoré adopte une posture encore plus méthodique. Il multiplie les consultations techniques, élargit les cercles d'expertise et verrouille davantage les fuites potentielles. L'enjeu n'est plus seulement de contrôler une ressource, mais d'éviter toute erreur d'interprétation qui pourrait attirer des pressions extérieures disproportionnées. La prudence initiale se transforme en doctrine. À cet instant précis, une évidence s'impose. Le Burkina Faso ne gère plus une découverte isolée. Il gère une transition de puissance, discrète mais structurante, dont les effets dépasseront largement le périmètre du volcan endormi. Les effets du Somgand ne restent pas cantonnés au laboratoire ou au cercle de décision. Ils se déploient rapidement en 4 cercles d'impact distincts, chacun déjà visible et porteur de dynamique propre. À ce stade, les conséquences ne relèvent plus de la projection. Elles commencent à redessiner de manière tangible la trajectoire du pays et sa place dans son environnement. Pour l'État, la découverte impose une réorganisation accélérée. Les chiffres, 1,4 million de carats, 92,7% de pureté deviennent des références administratives, intégrées aux notes budgétaires, aux doctrines minières et aux arbitrages de sécurité. La création rapide d'un comité de supervision minière traduit ce déplacement. La gestion de la ressource n'est plus sectorielle, elle devient transversale. La posture d'Ibrahim Traoré, centrée sur le contrôle du tempo et la limitation des accès extérieurs, vise à préserver la cohérence institutionnelle au moment même où la pression internationale s'intensifie. Pour les marchés et les acteurs économiques, l'impact est immédiat et mesurable. Les places de négoce du diamant enregistrent une volatilité brutale avec une hausse rapide suivie d'une stabilisation prudente. Cette oscillation signale moins une euphorie durable qu'une phase d'ajustement face à une nouvelle source potentielle d'offres. À l'intérieur du pays, la limitation de la participation étrangère surprend certains acteurs, mais ouvre la voie à une transformation locale accrue. Plus de tri sur place, davantage de contrôle qualité, et une montée en compétences progressives deviennent économiquement plausibles, précisément en raison de la pureté élevée du gisement. Pour la population, l'effet est plus diffus, mais tout aussi structurant. Dans les écoles et les universités, des programmes sont adaptés pour intégrer les sciences de la Terre et les métiers associés. Les discussions quotidiennes changent de ton. La découverte n'est pas seulement perçue comme une richesse future, mais comme un signe de reconnaissance du territoire lui-même. Chez les jeunes, l'idée de rester au pays pour se former gagne en crédibilité.
Une forme de confiance collective émerge, prudente mais réelle, nourrie par le sentiment que la ressource pourrait être gérée autrement que par le passé. Enfin, pour la région et l'environnement géopolitique, le Somgand agit comme un signal déclencheur. Le Niger lance des audits miniers, le Mali salue la rigueur scientifique, le Tchad explore des pistes de coopération. Une coordination informelle commence à se dessiner avec l'idée de renforcer le poids du Sahel dans les négociations internationales. Les grandes puissances observent attentivement. Le Burkina Faso, enfin longtemps perçu comme périphérique, devient un point nodal où chaque décision est scrutée pour ce qu'elle révèle d'un possible rééquilibrage régional. Ces 4 cercles, en interaction constante, transforment une découverte géologique en pivot politique et social. Le Somgand n'est plus un événement. Il devient une force organisatrice, dont les effets concrets s'installent déjà dans le quotidien et dans les rapports de pouvoir. À partir des données disponibles et des décisions déjà observables, 3 trajectoires cohérentes se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne prédisent pas l'avenir. Elles décrivent des configurations conditionnelles dépendantes du rythme d'exploitation, du degré d'ouverture extérieure et de la solidité institutionnelle. Chacune éclaire une marge de manœuvre différente. La première trajectoire mise sur une consolidation progressive. L'exploitation avance par étapes pilotes, strictement encadrées par le comité de supervision. Les revenus initiaux restent limités mais stables et sont prioritairement réinvestis dans la formation scientifique, les infrastructures de contrôle et les capacités de transformation locale. Les partenariats extérieurs sont ciblés, contractuels et réversibles. Les tensions diplomatiques existent, mais demeurent gérables grâce à une doctrine de souveraineté prudente et lisible. Cette dynamique privilégie la cohérence sur la vitesse. Elle réduit les risques de dépendance tout en évitant l'inertie. La crédibilité du Burkina Faso s'y construit lentement, mais durablement. Une seconde trajectoire, plus optimiste, repose sur un essor régional coordonné. Les signaux émis par le Somgand déclenchent une dynamique plus large. Les audits miniers engagés au Niger, les initiatives de coopération du Mali et les demandes d'échange du Tchad convergent vers un cadre commun. Un mécanisme régional de transparence et de certification pourrait émerger, renforçant le poids collectif du Sahel dans les négociations internationales. Les revenus mieux canalisés accélèrent la montée en compétences locales et transforment certaines universités en pôles régionaux. Le Burkina Faso joue alors un rôle moteur, non comme exception isolée, mais comme architecte de normes partagées. Cette trajectoire maximise l'impact politique et institutionnel de la découverte au prix d'une coordination exigeante. La troisième trajectoire, la plus fragile, prend la forme d'une fragmentation interne. Les pressions extérieures, les rivalités politiques ou des arbitrages de court terme fissurent le cadre de supervision. La gestion se disperse, les décisions se contredisent et le contrôle du tempo se perd. Les marchés exploitent ces incohérences, tandis que les partenaires régionaux prennent leur distance. Le Somgand redevient alors une ressource convoitée plutôt qu'un levier structurant. Les conséquences seraient durables, perte de crédibilité, ralentissement des réformes et instabilité accrue. Dans les 3 cas, un facteur reste déterminant, la capacité à maintenir une ligne méthodique et lisible, incarnée jusqu'ici par Ibrahim Traoré. C'est ce choix de rythme, plus que la richesse elle-même, qui orientera la trajectoire réelle. Au-delà des frontières, le Somgand agit comme un révélateur, en modifiant la manière dont plusieurs publics observent et interprètent le Burkina Faso. Pour de nombreux observateurs internationaux, la découverte rompt avec une représentation longtemps figée. Les récits d'une administration réorganisée, de protocoles scientifiques rigoureux et d'un contrôle politique assumé déplacent l'attention. Le pays n'est plus seulement perçu à travers le prisme de la sécurité ou de l'aide, mais comme un acteur capable de gérer une transition complexe. Dans les milieux économiques et institutionnels, les chiffres, volume, pureté, stabilité géologique sont lus comme des indicateurs de gouvernance autant que de potentiel minéral. La limitation des participations étrangères, combinée à une ouverture ciblée, est analysée comme un test grandeur nature d'un modèle alternatif de gestion des ressources. Certains y voient une expérience risquée, d'autres
une démonstration de maturité stratégique. Dans les deux cas, la posture adoptée attire une attention soutenue car elle pourrait servir de référence pour d'autres pays du Sahel confrontés à des dilemmes similaires. Pour la diaspora burkinabé, l'impact est d'une autre nature. Les images, les discours et les analyses circulent rapidement, nourrissant un sentiment de fierté prudente. Le Somgand devient un symbole de reconnaissance territoriale et de compétence collective. Beaucoup y lisent la possibilité d'un récit national renouvelé où la souveraineté ne s'oppose pas à la coopération, mais s'appuie sur elle. Cette résonance émotionnelle renforce les liens avec le pays et ravive l'intérêt pour des projets de retour, de formation ou d'investissement. Enfin, dans les cercles académiques africains, la découverte suscite une dynamique d'échange, les données ouvertes, les collaborations scientifiques et les débats méthodologiques repositionnent le Burkina Faso comme un terrain de recherche majeur. Ces regards croisés ancrent le Somgand dans un espace de signification partagée où la découverte dépasse le fait géologique pour devenir un point de référence régional. Transformer le Somgand en levier durable suppose une méthode précise, structurée en étapes lisibles, plutôt qu'une accumulation d'annonces. La feuille de route qui se dessine repose sur une logique simple. Qui fait quoi, quand et selon quels critères de mesure afin d'éviter les glissements progressifs vers l'improvisation. Dans cette architecture, la cohérence compte autant que la vitesse. D'abord, la montée en compétences nationales s'impose. Les universités et écoles techniques sont mobilisées pour former un noyau d'ingénieurs et de géologues capables d'assumer les premières phases de contrôle et de transformation. L'objectif n'est pas l'autosuffisance immédiate, mais la capacité à dialoguer d'égal à égal avec les partenaires extérieurs. Les indicateurs sont clairs, nombre de formations ouvertes, équipes certifiées et transfert effectif de méthodologie. Ensuite, la régulation se renforce. Une agence dédiée vérifie les concessions, contrôle les flux et impose une double validation État et comité de supervision pour chaque décision majeure. Cette structure vise à réduire les asymétries d'information et à maintenir une traçabilité complète des opérations. Les audits réguliers deviennent un outil de stabilisation, non un instrument de sanction tardive. Puis vient la coordination régionale. Des mécanismes de dialogue sont engagés avec les pays voisins afin d'aligner certaines normes, partager des données et éviter une concurrence désordonnée. Cette approche collective augmente le pouvoir de négociation du Sahel dans son ensemble et limite les stratégies de contournement. Parallèlement, l'ancrage environnemental et social doit être garanti. Une part définie des bénéfices est affectée à la protection des sols, à la reforestation et aux infrastructures locales. Les indicateurs portent ici sur la durabilité réelle, mesurée dans le temps et non sur des engagements déclaratifs. Enfin, la supervision politique du tempo reste centrale. Ibrahim Traoré incarne cette fonction d'arbitrage, veillant à ce que chaque étape respecte l'équilibre entre ouverture, contrôle et apprentissage. Cette feuille de route ne promet pas une trajectoire linéaire, elle offre un cadre pour absorber les chocs sans perdre la direction. L'ingénieur qui réajuste son instrument, le soldat qui redessine le périmètre, le professeur qui modifie son cours à la hâte. Ces scènes ordinaires, croisées au début du récit, prennent maintenant une densité nouvelle. Elles ne décrivent pas un moment d'euphorie, mais un apprentissage collectif, lent et exigeant, face à une réalité qui dépasse les réflexes acquis. Le Somgand n'a pas seulement révélé une richesse enfouie, il a mis à l'épreuve des gestes, des méthodes et des responsabilités. Dans une cérémonie sobre organisée près du volcan endormi, chercheurs, habitants et autorités se tiennent côte à côte. Les chants anciens se mêlent à des paroles mesurées, comme pour rappeler que la découverte n'est pas une promesse immédiate, mais une charge à porter ensemble. Lorsque Ibrahim Traoré prend la parole, son ton reste volontairement calme. Il évoque la nécessité de marcher avec la lumière sans se laisser aveugler par elle. Cette formule, reprise sans emphase, relie les décisions techniques aux attentes sociales et les ambitions politiques à une discipline collective. À cet instant, le fil du récit se referme sur une évidence simple.
Ce qui est en jeu ne se mesure pas uniquement en carat ni en projection économique. Il se mesure dans la capacité d'un pays à rester cohérent lorsque l'échelle change. Le Somgand devient alors moins un gisement qu'un miroir, renvoyant l'image d'une société confrontée à son propre tempo et contrainte d'en assumer chaque battement. Au terme de ce parcours, le Somgand apparaît moins comme une promesse spectaculaire que comme un espace de dialogue collectif. Il met en tension des notions souvent opposées, souveraineté et coopération, patience et efficacité, prudence et ambition. La découverte rappelle que la valeur d'un territoire ne se limite pas à ce qu'il contient, mais à la manière dont une société choisit d'en prendre soin, de l'organiser et de le transmettre. Dans ce cadre, la posture défendue par Ibrahim Traoré ne se réduit pas à une décision politique ponctuelle. Elle propose une grammaire plus large, fondée sur le contrôle du rythme, la lisibilité des choix et l'acceptation d'une responsabilité partagée. Rien n'y est garanti, tout y est conditionnel. Mais cette approche ouvre un espace où la discussion prime sur l'injonction, où la méthode devient un langage commun entre l'État, les citoyens et les partenaires extérieurs. Le Somgand devient alors un miroir offert à chacun. Il interroge la relation entre ressources et dignité, entre vitesse et cohérence, entre attentes immédiates et trajectoires durables. Il invite à penser autrement ce que signifie décider ensemble, lorsque l'échelle change soudain. Si votre propre territoire révélait demain une richesse capable de transformer son destin, quelles règles de tempo choisiriez-vous pour ne pas vous perdre en chemin ?